Voilà, on est de nouveau présent sur Facebook et LinkedIn en direct. Alors, je dis LinkedIn parce que moi j'ai un compte à LinkedIn, mais je sais que 99% des gens qui nous regardent, ils sont sur Facebook. Donc, bonjour à tout le monde sur Facebook. Alors, aujourd'hui, on est toujours avec Thierry Dupin et on est là parce que Thierry, tu as ton livre ou pas avec toi là, pour le Ah, montrer? C'est juste pour dire que, non, regarde, j'ai il n'est rien. pas préparé, il s'est pas Il- préparé. C'est chez les libraires, c'est en promo chez les libraires. J'ai plus rien là. Ah Ah bah ben voilà, voilà, tu vois, waouh, c'est l'invité qui est mieux préparé que toi quand ah même. mais carrément quoi. Bon, alors notre invité aujourd'hui, c'est Marc Vozon-Denis. Alors vous allez apprendre plein de choses différentes parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a fait du skate, mais c'est surtout un professionnel du skate, comment on dit, quelqu'un qui a travaillé. J'ai perdu le mot là. Dans le Euh, business, voilà. Oui, voilà, c'est ça, qui a fait du business. OK. Donc, avant de commencer, je voulais vous dire que on est en direct. N'oubliez pas qu'on est en direct. Donc, si vous voulez nous poser des questions, surtout à Marc, parce que vous allez voir que ce qu'il a fait, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez des questions à poser à Marc, ou si vous avez des questions à nous poser, ou si vous avez des commentaires, ou s'il y a des choses qu'on raconte, où vous avez des, des compléments d'information, eh ben, il n'y a pas de problème. On est là pour tout écouter. Alors, avant de commencer, je voudrais montrer quelque chose et surtout, il y a quelque chose que j'aimerais bien que Marc écoute. Alors, est-ce que vous en bruit de fond, vous entendez ou pas? Ah bah oui, tout le monde entend là, il n'y a pas de problème. Hein. Vous entendez la musique ou pas? Ah oui, oui, c'est très vintage là. Ça colle bien à Marc, ça, il me semble bien. Hein. Ah bah ça me parle effectivement parce que Alors Marc, j'ai est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'était ce truc-là? ça c'est comment dirais-je, c'est une composition faite avec un sequencer qui est une machine qui a à peu près cette tête-là si tu veux mettre le deuxième écran. Et il faut quand même préciser à nos visiteurs que Marc, il est beaucoup plus connu sous le nom le pseudo de Saturne. Nous avions tous des surnoms au Troca. Il y avait Chocoret, il Ouais. y avait Pingouin, il y avait La Chèvre, il y avait Il y avait Aidez-moi. l'ours. Ouais, il y avait l'ours, il y avait Oui. Bobby's. Voilà, c'était. Mais on reparlera tout à l'heure du Troca. Là, si Voilà. tu m'as demandé de parler un petit peu de l'antécédent, et donc moi j'ai fait des études d'électronique. Ouais. Et dans mon école, il y avait un monsieur qui s'appelait Michel Geiss, voilà, qui est ce monsieur-là, et qui m'a dit, ben, moi, je suis intéressé à avoir des informations, et moi, j'avais l'intention d'aller aux États-Unis, et j'ai fait le tour de tout ce qui se faisait, des gens comme Fender, comme Moog, Harp, Emu, j'ai même dormi chez les propriétaires de la boîte. Mais en chemin, j'ai vu des gars se balader sur des trucs à roulettes que j'avais jamais vus auparavant. Et ça m'a vraiment intéressé. Alors que mon projet au départ, c'était plutôt de travailler dans une entreprise qui fait des instruments de musique électronique, et des synthétiseurs, et des séquenceurs, comme on a dit tout à l'heure. Et entre autres, à Denver, je vais dans un concert et je discute avec mon voisin, qui s'appelait Buddy, et il me dit, bah non, il n'y a pas d'hôtel en ville, viens dormir chez moi. Et le lendemain, lui, il est au travail, et je vais donc Boulder, Colorado, la banlieue de Denver, et je passe devant une boutique, et là, il y a ces fameux engins à roulettes un peu partout. Et en gros, au-dessus de la boutique, il y a Kryptonite. Kryptonite a véritablement révolutionné la révolution de l'uréthane dans le domaine du skateboard, puisqu'ils sont arrivés avec des roues beaucoup plus molles que n'importe qui, ce qui permettait à quiconque de pouvoir faire du skateboard sur des surfaces granuleuses et très inconfortables.
Et voilà, et ils m'ont fait essayer une planche qui devait faire 90 cm de long, où est parti à toute vitesse. Je me suis pas cassé la figure, mais j'ai fait ah, je crois que là ça me plaît. Et donc voilà le surf avec lequel je suis rentré en France. Donc c'est celui qui est en photo, c'est ça? Ouais, c'est celui qui est en photo là. Ah, Ouais. super. C'était, comment dirais-je, la fibre de verre. Ouais. Alors ça, c'était pas très génial parce que c'était vraiment comme une stiff, comme on disait à l'époque, hein, c'était vraiment rigide. Mais par contre, les trucks étaient de bonne qualité et les roues aussi. Donc les trucks étaient des Bennett 450 et les roues Oh, des wow. des Road Rider 4. Ah, ok. Ouais, Ouais, bah, à l'époque, c'était le top, quoi. Les road riders, c'était les meilleures roues. Enfin, évidemment, ça a changé, mais bon, pendant un moment, tout le monde cherchait des road riders. C'est celui qui avait des road riders, c'était le crack qui savait où on pouvait les trouver, quoi. C'est clair. voilà. Et donc, moi, j'ai ramené ça des États-Unis et je commence à en faire. Et, et donc, pour en faire, ben, je commence d'abord par faire des planches. Et ici, il y a une photo de les premières choses que j'ai réalisées. Donc, ces deux planches en bois, c'est moi qui les ai shapées. Et derrière aussi, je me suis mis à faire des t-shirts. Alors, il y en a encore un autre qui est ici, là, que je porte, qui est de l'époque. Et Xavier, tu veux, Oui, oui, j'ai un problème j'ai un le problème avec partage. l'image. Voilà. Voilà, Voilà, les deux planches. voilà. Alors là, vous avez une vue sur la rue du Bocage à Sèvres, qui était une rue en pente, très en pente. Et donc, c'est là où j'en faisais. Il y avait aussi la rue de la Croix-Bossé, qui était très en pente, et puis ensuite une grande partie en faux plat. Et voilà, les premières planches, les premiers objets que j'ai produits étaient des planches. Voilà, coucou GG, tu n'étais pas le seul. Ah oui, carrément. Je Voilà, parle de Gérard Almuzara, qui lui en a fait son métier, puisque lui, il était dans le métier du bois. Et comment dirais-je, voilà, ça c'est une vue de mon style, voilà, à l'époque. Voilà. Ouais, super. ah ouais. Donc ça, c'était quoi? 76, 77? Ah, ça, c'est Ça se passe début 77, ça doit être Début tout début 77, oui. 77. Ouais. Donc là, c'est une planche en bois avec des roues, on dirait c'est encore des road riders, non? C'est les mêmes roues que la planche surfeur de tout à l'heure. Ouais, 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 ouais. Donc c'était des ACS, tu m'as dit, non? Les trucks? Des ACS, oui, ACS, pardon. ACS. ACS Mhm. 450. Ouais. Ouais, ouais, ils Et étaient tout fins, tout petits, non? bah, je faisais avec ce que j'avais trouvé, Non, 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 mais ce que j'avais sous la c'est main. dur pour dire que techniquement, on n'avait pas encore inventé les trucks plus longs, quoi. Tu vois, comme les trucks indépendants qui sont arrivés au début des années 80, quoi. À Ouais, l'époque, tous les trucks étaient tout fins, quoi. Tu vois, c'était pour ceux qui font du skate maintenant et qui ont des trucks normaux, il faut s'imaginer que les trucks, ça faisait quoi, 4-5 cm de large, pas plus, quoi. Même peut-être moins. Ah non, ouais. c'était ça, c'était la norme. Ouais, 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 ouais. C'était, je pense aussi, des raisons de coût. Hein, parce qu'effectivement, tout à l'heure dans l'introduction, tu as dit, comment dirais-je, c'est une autre facette du skateboard que je vais apporter, puisque tu as accueilli des skateurs et des skateuses, tu as accueilli aussi des personnes des fédérations, et Ouais. moi, je suis un des rares, parce que en France, il y avait deux fabricants, principalement moi et Lacadur, et tout le reste, c'était des grossistes ou des distributeurs ou Ouais. des revendeurs. Donc, Et, vas-y, continue, continue. et donc, je recherche donc des gens pour faire des planches. Je ne trouve pas. À l'époque, je ne connaissais pas Gérard. Les trucks, c'était compliqué parce que c'était de l'aluminium injecté et ça demande d'énormes machines. Par contre, les roues, j'arrive à trouver quelqu'un qui
fait des produits en uréthane et entre autres d'immenses joints de 2,50 m de diamètre qui servent entre la tourelle du char, entre le char et sa tourelle pour tourner et pour ne pas qu'il y ait d'eau ou de gaz qui rentre dedans. Ah Donc ouais, des gens très carrés, parce que tu vois, quand tu commences à vendre pour la fabrication de chars, donc moi je suis arrivé dans le look que tu vois là, pour les convaincre, ça a été assez difficile. Mais bon, ils s'y sont mis, et donc on a Mais toi, tu commencé avais à le faire look des... 68 art Baba Cool, c'est ça? Ah, oui, oui, disons, c'était le Mais look c'était de à l'époque. l'époque, hein, c'était Ouais, l'époque, quoi. En fait, c'est- c'était vraiment tout le monde s'habillait comme ça à l'époque, quoi. disons, on est Enfin, toute une génération à voilà, c'est une avoir les cheveux génération. longs, Ouais, c'est ça. et parmi les hippies, il y en a plein qui avaient ce look-là. Si tu regardes des photos, par exemple, Microsoft, la première équipe de Microsoft, il y en avait 9 qui avaient cette tête-là, et comment dirais-je, Billy, gros Bill, quoi, qui lui avait un look normal. Voilà. Mais les autres, ils avaient toute cette tête-là, et c'est pas Bill voilà, qui a fait le code. Ouais. Voilà. Alors, Donc, on a une question là de Bruno qui nous dit qui faisait les planches en fusion en fibre de verre à l'époque? les planches Est-ce fusion, que. c'était une marque, c'était comme Turner, c'était à un Ouais. moment donné la mode Ah, des c'était. planches stylisées un petit peu racing, le look racing de F1, quoi. Et Ouais. c'était des marques propres hein, qui ont été déposées, qui ont été fabriquées en petite série. Bon, ça n'a pas trop longtemps marché, c'était relativement coûteux, je me souviens très bien. Ouais. Ça avait de la gueule quand même, elles servaient surtout à des pubs, je me souviens Ouais, c'était de magnifique, jeunes filles en tenue légère qui étaient à genoux sur des planches comme ça, oui. mais donc le problème c'est qu'elles étaient très très chères. Et deuxième chose, est-ce qu'elles marchaient vraiment bien en slalom ou pas? À ma connaissance, j'ai pas vu beaucoup de bons slalomeurs les utiliser. Mhm. Ouais, moi, ce que je sais que c'est, j'en ai jamais eu. J'ai dû utiliser probablement 2 ou 3 fois. Mais bon, c'est vrai que c'était des planches qui étaient euh, en vedette à l'époque, quoi. Si tu en avais une, C'est ça, c'était un parce que c'était joli, t'étais in, quoi. ouais, avec des paillettes, enfin voilà quoi. Ouais. Alors, donc, Marc, tu étais en donc, train de nous dire que tu avais. à cette époque, oui, à cette époque-là, il n'y avait pas trop d'offres. C'est quand je suis rentré sur le marché que tout d'un coup, il y a eu une offre énorme. Alors, juste une petite parenthèse rapide. Beaucoup de personnes qui étaient aux États-Unis, été 79, printemps de 79, ont vu cela. On leur a dit, mais il faut absolument investir là-dedans. Et un certain nombre de grossistes leur ont promis l'exclusivité française. Et ils sont revenus en France avec 500 000, 1 million de francs de matos, ce qui veut dire 10 000 roues, 5 000 planches, et ainsi de suite. Et ils sont tous arrivés en même temps, ils ont tous ouvert la boutique en même temps, et en même temps, tout le monde s'y est intéressé. Il y avait Topalov qui avait fait une chanson, Sylvie Vartan, Thierry, tu avais fait une vidéo avec elle. Oui, oui, qui était Pour la ceux qui marine ne du sont pas de territoire. cette époque-là, c'était d'énormes stars. Je veux dire, Moi, j'avais fait avec c'était... Rick Azaï. Voilà. Mais c'était 1 million de disques vendus par an. Je veux dire, ces gens-là, c'était... Voilà. Et donc, tout le monde s'y est mis. Et donc, moi, je crée Saturne. Et voilà. Alors, toi, tu es complètement indépendant, c'est ça qu'il faut dire, quoi. Je sais que Voilà, moi, je suis à mon c'est compte. l'histoire. C'est que toi, tu as fait à ton compte, il n'y a pas quelqu'un qui t'a aidé. Enfin, tu as commencé parce que tu as eu l'idée, tu voulais le faire. Voilà, j'avais l'envie de créer une entreprise, Ouais. et j'avais envie de me lancer là-dedans. Je précise que j'avais pas pu faire beaucoup de sport pendant mon adolescence parce que j'avais énormément grandi. Je fais 1,92 m. Hein, j'avais pris jusqu'à 1 centimètre par mois pendant 11 mois, on dit les médecins. Donc voilà, là tout d'un coup je trouve un sport, je m'éclate dans ce sport, je veux en faire ma profession. Je suis très bon en dessin, et donc les 2 dessins qui sont là, c'est moi qui les ai faits. Le
le logo avec qui est en haut est pas très connu. Théoriquement, je voulais en faire des t-shirts, mais je reviendrai sur les investissements et le fait que quand on crée une entreprise, il ne suffit pas de claquer dans ses doigts pour faire des produits. Et comme je l'ai dit juste avant, il y avait plein de monde. C'était une bulle. Là, c'est le businessman qui parle. Hein. Quand on parle dans la finance d'une bulle, au niveau des affaires, c'était pareil. Et ces bulles-là, on se dit, j'avance, mais je fais attention où je mets mes pieds. Oui. Alors, tu peux nous expliquer comment tu as conçu les moules, comment tu les coulais, comment ça se passait, dans quelles conditions artisanales tu as pu organiser cette marque de roues Saturn qui ont fait fureur à un moment donné, puisque même moi, tu m'en avais fait cadeau d'un jeu, et je sais que d'autres aussi l'utilisaient, et tu as commencé à faire des pubs dans les magazines, je me souviens. Oui, alors ma stratégie était antinomique par rapport aux autres, dans le sens que comme j'ai vu qu'il y avait plein de monde et qu'il y avait des gens qui se tissaient gros là-dessus, je vais faire l'inverse, je vais faire low cost. Donc, je suis allé voir un pote qui travaillait chez un fabricant de voitures que je ne citerai pas et qui faisait ce qu'on appelait de la perruque. Ça veut dire son employeur l'autorisait d'utiliser le matériel après les heures de travail, et c'est comme ça que sont arrivés ce genre de choses. Ah, voilà, les moules. Voilà, les moules en aluminium avec un insert qui correspond à la partie. Hein, L'emplacement voilà. des roulements, voilà. Voilà. Et si on regarde au fond, est gravé le nom qui va De apparaître. Saturne, voilà. Et donc, les premiers moules ont été faits par un copain de classe qui. Ouais. La première série de 50 a été faite comme ça. Et c'est avec ça que j'ai commencé à produire les violettes. Les violettes, les fameuses violettes, qui concurrençaient un petit peu le début de la yo-yo, je me souviens. Voilà. Là, on est en 78, on est en plein boom. Hein. Voilà. Et j'ouvre, j'ai 3 grossistes, j'ai une vingtaine de points de vente sur Paris, 3-4 sur la province, entre autres des gens qui auparavant m'avaient acheté des t-shirts, parce qu'au départ, j'ai commencé à vendre des t-shirts. Mais ça, c'est par le bouche à oreille, par les relations. Et donc, du fait que je suis français, les gens du sport font appel à moi pour expliquer comment on fabrique. Et donc, vous voyez là que je participe à la fabrication. Donc, c'est le journal Loisirs Service qui était le journal des détaillants de matériel de sport. Oh, wow. Et donc la chimie uréthane, tout ça, excuse-moi, mais comment tu développais ça personnellement? Tu faisais ça avec les casseroles de ta maman dans ta chambre? Comment ça se passait? Raconte, il n'y a pas une anecdote un petit peu particulière? Disons, du fait que, comment dirais-je, je ne comprenais pas très bien la chimie, puisque moi j'étais formé plutôt au départ à l'électronique, je me suis essayé avec les produits que m'a fourni l'entreprise de voir comment ça se passait. Et effectivement, j'ai compris pourquoi il y avait des coûts très importants. On voit dans l'image, non, l'image n'y est plus, mais en gros, l'uréthane doit être mélangé, donc la photo qui est au centre, tout au centre avec quelqu'un qui n'est pas moi. Oui. Voilà, le gars, il fait semblant de mélanger, mais c'est pas du tout ça. Le mélange doit être fait à vide, sinon tu as plein de bulles. Alors attends, on va recommencer depuis le début. Donc l'uréthane, c'est quoi? Quand tu l'achètes, est-ce que tu achètes plusieurs éléments différents? C'est de la poudre? C'est du liquide? C'est quoi? L'uréthane, parce qu'on sait que l'uréthane, en fait, après, une fois que tout est coulé, moulé, ça devient du plastique, et ça devient du plastique très très bon pour les roues de skate. Mais au départ, c'est quoi? C'est de la poudre? Comment ça vient? Quand tu achètes
Ouais. C'est une résine qui est réchauffée. Ok. Ensuite, elle devient liquide. Ok. Ensuite, tu rajoutes du colorant. Ok. Donc, tu achètes ça Excuse-moi. à l'époque, tu achetais Non, mais ça dans moi, des. je n'achète pas ça, si tu veux, c'est mon sous-traitant. Ah, Lui, ok. si tu veux, les essais dont parle Thierry, que j'ai fait dans mes bureaux, qui étaient rue Raymond-Losserand, c'était par rapport au fonctionnement. Ça. Ils m'ont dit, bah, tenez, faites des essais, parce que je leur ai dit, mais comment ça se fait que c'est aussi cher vu le prix de la matière première? Et Ouais. ils m'ont expliqué, ce qui vaut très cher, c'est le mélange sous vide. Hein. Donc, tu as une poudre, tu la réchauffes, elle devient liquide. À ce moment-là, tu mets du colorant et à ce moment-là, il faut mélanger la poudre et les différents éléments que tu vas mettre dedans pour sa constitution sous vide. Sinon, tu as de l'air qui se fait dedans comme un smoothie et tes roues. Ok. C'est pour ça qu'on voyait sur les roues coulées en uréthane, des fois il y avait des Des fois, bulles il y à avait des l'envers. bulles, ouais. Voilà, Truck Stop, voilà, forcément, quoi. Oui, oui. voilà. Donc, alors, Et attends, bien, encore une question technique là. Quand tu réchauffes la poudre avec tous les éléments et ensuite, quand elle se refroidit, j'imagine qu'il y a une sorte de polymérisation comme la résine, c'est ça? C'est tout comme à ça que ça fait, se passe? tout à Ok. fait. Si tu regardes la photo en bas à gauche, tu vois donc là la cuve avec les produits chimiques. Ok. Mhm. Ensuite, c'est réchauffé. Il y a différents. Je t'avoue que je ne suis pas rentré dans la machine, donc je ne connais pas tous les détails. Les chimistes sauront mieux que moi, mais en gros, là, je soutire le produit qui est prêt à être mélangé sous vide et ce qui ne correspond pas à la photo 2 parce qu'il fallait pour le journal que ça soit visuel. Ouais, Donc, ouais, ouais. il a pris l'appareil, mais il a soulevé la machine, alors qu'en vérité, elle est fermée et il y a les compresseurs qui retirent l'air. Et ensuite, c'est versé effectivement à la main. La photo du bas. Ensuite, on repasse en haut à droite. Une fois que ça a solidifié, on enlève l'insert Mhm. qui correspond à la place Ça, déroulement. ça prend combien de temps à solidifier? 10 minutes? 2 heures? Très Je peux savoir. franchement, j'ai participé là, pour la photo, mais rappelle-toi, c'est quand même il y a Oui, 40 oui. ans. Alors, Comment attends. ça refroidit il y a un extracteur, comment tu démoules ça? Eh ben, on démoule, c'est la photo du milieu à droite avec de l'air comprimé. Alors, on Ah, souffle ok. de l'air comprimé à la place de l'insert qu'il y a entre les. Qui accueille l'axe et les roulements. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, d'un coup, ça fait plop, ça sort. Mhm. Et voilà. Et une fois qu'ils sont tous sortis, on les met sur le plateau, photo en bas à droite. Et là, on les met à étuver, je ne me souviens plus quelle température, pendant un certain temps. Et ensuite, ça refroidit lentement. Et là, elles sont prêtes à être utilisées. Ok. Waouh. Alors, Vraiment. avant de continuer, je voulais juste rappeler qu'on est en direct sur Facebook. On est avec Marc Vozon-Denis. Et justement, je dis ça parce qu'on a quelqu'un qui s'appelle Sébastien qui nous pose une question, qui nous dit, tiens, moi, je connaissais pas, je savais pas du tout qu'il y a des gens qui fabriquaient des roues de skate à l'époque. Alors oui, justement, c'est pour ça qu'on a invité Marc, parce que c'était probablement le premier fabricant français de roues de skate à l'époque. Et donc, on l'a invité pour qu'il nous raconte un petit peu comment on fabrique des roues, pourquoi il a eu l'idée de fabriquer des roues, pourquoi c'est un des pratiquement seuls entrepreneurs du skate à l'époque. Il y en a eu plusieurs parce que par la suite, il y a eu Gérard Almusara qui a fabriqué des planches. Évidemment, il y a eu Marquand qui a fabriqué des roues également en tant qu'entrepreneur, mais bon, ils n'étaient pas beaucoup, quoi. Alors, on fait cette émission pour effectivement rappeler à tout le monde que le skate, c'est pas uniquement en 2010 ou 2020, que le skate, ça a commencé depuis très, très longtemps. Et puis que à l'époque où il y a eu le premier grand boom en France après les années 76-77, on a eu des gens qui ont commencé à créer des produits. Et donc, c'est pour ça qu'on a Marc avec nous.
en ce moment qui est en train de nous raconter que lui aussi, il a fabriqué des roues, que c'était pratiquement un des seuls en France, et comment il a fait, pourquoi il l'a fait, etc. Et on voit toute cette histoire avec lui. Alors, Marc, tu étais en train de nous expliquer comment on démoulait les roues. Donc, on les moule. Alors, la première chose, c'est que donc on a plusieurs éléments qu'on mélange, notamment avec du colorant, etc. Ensuite, on les moule dans un moule. Il faut attendre qu'elles se durcissent. Et voilà, c'est ça, le moule, il est là. Combien ça coûte un moule comme ça? Combien ça t'a coûté, quoi? Parce que je sais que c'est un copain qui l'a fait, parce que tu viens de nous le dire. Mais bon, le copain, ça lui a coûté quelque chose, quoi. Mais c'était cher, c'était pas cher, c'était hors de prix. Ça devait être de l'ordre de 40 ou 50 francs pièce, un truc comme ça. Ah bon, ok. Donc c'est quelque chose qui était faisable, quoi. C'est pas un moule, ça coûte oui, 3 000 francs, quoi, tu vois. Voilà. Si tu veux, le fait est que ce qu'on appelle la porte d'entrée pour faire un truck, je crois que c'est 50 ou 100 000. Pour faire une planche en bois. C'était francs 100 000 francs? Ouais. Énorme. Ah bah oui, c'était un moule pour aluminium haute pression. Ouais. Là, t'es dans des, c'est un peu comme des matériels automobiles, quoi. C'est du lourd. Ouais. Et donc, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que pour fabriquer des trucks, il fallait avoir un capital énorme, alors que pour fabriquer des roues, on pouvait commencer avec un capital plus restreint, quoi. C'est ça l'histoire. Voilà. Ok. Mais je ne pensais pas, si tu veux, me restreindre aux roues, puisque j'avais déjà construit des planches, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que pour les trucks, il aurait fallu que tout parte doucement, gentiment, progressivement, et que les bénéfices soient là pour pouvoir être réinvestis. Alors donc, les premiers roues que tu as coulées, c'était avec des moules que tu as fabriqué un copain. Et ensuite, tu es passé à quelque chose de plus industriel, c'est ça? Alors, c'était industriel dès le départ, parce que si tu veux, le système pour mélanger, c'est une sorte de vis sans fin qui va mélanger les différents composants à une certaine température très stabilisée et à une certaine pression. Ça s'invente pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça, tu le fais pas. J'ai fait des essais pour voir la réaction, pour pouvoir en parler avec eux, mais comment dirais-je, effectivement, dans des casseroles, mais c'était pas la production par elle-même. Il faut recadrer les choses. Je ne voudrais pas que demain quelqu'un vienne me voir en disant j'ai essayé de le faire moi et je me suis brûlé. Mais alors, il y a quand même deux typologies, on va dire, de roues, puisque tu as effectivement les roues en uréthane. À l'époque, on trouvait toutes les couleurs, une vraie confiserie qui était coulée comme ça, translucide, colorielle et autres, avec des gammes pas possibles, des formes, des diamètres aussi différents les uns que les autres par rapport aux nombreuses marques qui sont mises sur le marché. Et puis, tu avais l'autre technologie qui était l'injection, qui a quelque part révolutionné aussi la pratique, parce qu'encore aujourd'hui, le matériel actuel, c'est des roues qui sont injectées. Donc là, c'est complètement différent. Quelle différence y a-t-il par rapport à ça? Est-ce que tu le sais, toi? Il y a la notion de ce qu'on appelle le short, la dureté. Tu parlais des kryptoniques tout à l'heure qui t'ont inspiré. Tu avais les modèles rouges qui étaient molles, tu avais les bleus qui étaient intermédiaires et les verts qui étaient très durs. Donc là, on parlait en termes de short, de dureté. Donc, voilà. J'avais la même question que Thierry. Comment tu fais pour fabriquer des roues plus dures ou plus molles? Ça c'est les composants c'est le chimiste. C'est le chimiste qui définit aussi ça. Il y a deux éléments. Il y a d'une part la dureté et ensuite la résilience. La résilience, c'est typiquement, on fait une boule avec de l'uréthane qui est parfaitement ronde. On l'attache à 1 mètre de hauteur et on voit jusqu'à quelle hauteur elle rebondit. Okay, plus ça rebondit haut, plus lorsque tu vas rider, lorsque tu vas passer sur un petit caillou, tu vas amortir ce caillou et en le dépassant, il va te rendre, l'uréthane va te rendre l'énergie encaissée dans la déformation. Donc, quand tu roules sur un petit caillou, la roue, elle se déforme. C'est ça que voilà, c'est ça. C'est le propre de l'uréthane par l'opposition aux clay wheels qui étaient en plastique ou celles qui étaient en métal, où là, tu avais
la roue qui bougeait, c'est-à-dire voilà, au lieu de faire comme ceci, le métal, bah, il sautait. Oui, il saute, La il saute. roue, la roue en uréthane va se déformer et surtout, elle va ici prendre de l'énergie et une fois qu'elle va se déplacer comme ça, le caoutchouc va rendre cette énergie. Et donc, on va avoir un flot, on va se déplacer de manière beaucoup plus souple. Oui. Voilà. Ah, mais moi, Ça, c'est vraiment la révolution de l'uréthane, c'est le fait qu'on va avoir beaucoup moins de vibrations et qu'on ne va pas perdre d'énergie à cause de toutes les imperfections. Donc là, on sort Alors, complètement moi, des années 60, là, les garçons. Parce que dans les années 60, ils avaient sorti des roues en caoutchouc. Et le problème, c'est que le caoutchouc, bon, c'est vrai que c'est plus sécurisant, c'est plus silencieux, ça accroche mieux. Mais le problème, c'est que là, pour le coup, les petits cailloux, ils restaient incrustés dans la roue. Voilà. L'uréthane, non, en fait. Ça absorbe le choc et le gravier, il dégage. Voilà. Et en plus, l'uréthane a cette particularité, sans être un plastique éternel, d'être extrêmement résistant. Mais extrêmement résistant. Ils font toutes les pièces de grande usure sont recouvertes d'uréthane parce que ça s'use moins que l'acier. Tu nous avais pas parlé des chars Alors, d'assaut, des tu m'as tout à l'heure posé une question concernant l'injection. L'injection, le problème à l'époque était que lorsque on sortait la pièce injectée, elle se déformait légèrement, ce qui n'était pas le cas des pièces coulées. Est-ce qu'ils sont arrivés à maîtriser cela avec le temps? Je ne sais pas. Mais le fait est que la meilleure manière de savoir si c'est de l'injecté, c'est ou bien, comment dire, je ne sais pas si vous voyez là. Il y a les traces d'extracteur, en fait. Ici, on voit que c'est coulé. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, il y a des bulles, en fait. Oui. Voilà, ici. Et puis, il y a les modèles comme celui-là qui ont été chanfreignés. C'est ça. Celle-là aussi. Okay. Ça, c'est des roues à toi? Tout ça, c'est tes roues ou pas? Ah bah oui. Ok. Non, mais je te demande. Ça, c'est des protos, puisque si tu veux, cette partie-là, théoriquement, est enlevée. Cette partie qui est miroir. Ouais. Voilà. Et ensuite, on voit ici, je ne sais pas si avec le reflet, on voit. Oui, bah, c'était comme les roues yo-yo, c'était chanfreiné. Voilà. Ici, tu vois, c'est un petit peu comme un disque vinyle. Tu as des petites rayures. Ouais. Voilà. Et c'est quoi les rayures alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Les rayures, on a coupé cette partie ici qui des fois avait des imperfections ou qui des fois avait des bulles. Donc la roue faisait 2-3 mm de plus que prévu. Et ensuite, parce que ça passait au tour, et le tour coupait une partie pour arriver à une surface parfaitement plate. Et ensuite est venu avec, comment dirais-je, le parc, ces formes-là qui permettaient de faire de re-rentrer une fois qu'on était au-dessus du coping. Ouais, pour pas accrocher, quoi. Voilà. Voilà, ça c'était encore un modèle. Voilà, ça aidait, on faisait le grind et ensuite on rentrait beaucoup plus facilement. D'accord, il y a moins de problèmes d'accroche. Alors j'ai une question technique. Donc évidemment, on essayait d'avoir des roues sans bulles. Mais qu'est-ce qui se passait si vous aviez des roues avec des bulles? Tu les vendais moins cher ou tu les jetais ou on pouvait recycler? Qu'est-ce qui se passe? Moi, mon sous-traitant, parce que l'usine n'appartenait pas, hein, je veux dire, c'était quelqu'un que moi je lui ai acheté sans bulle. Hein. Après, c'est lui, il faut qu'il te donne. Il y a des spécifications, quoi. Il ne doit pas y avoir de bulles dans la roue. Voilà, quand tu vas acheter une boisson gazeuse, tu l'as vu avec des bulles. Oui. Excellent. Voilà, et donc on va parler un peu de Troca, si vous voulez. Oui. Si vous voulez, voilà. Et donc voilà un petit peu le look que j'avais. Là, c'est mes modèles verts sur une planche certainement de GG.
Voilà, et on voit un petit peu autour la foule, la foule, la foule. Le Ouais. skateboard, c'était une foule énorme. Et encore un autre t-shirt que j'avais fait à l'époque. Donc toi, tu Et vendais des roues et des t-shirts. ouais, ouais, je me souviens, j'avais comme client les galeries tropéziennes. Ah, ok. Je ne sais pas si elles existent toujours, mais voilà, ça me faisait un petit peu rêver. Et alors, j'avais jamais imité, hein, comme on dit, mais j'ai découvert bien après que Bauer, un grand fabricant de patins à glace et entre autres de hockey, avait en Allemagne, mais ça, je l'ai découvert bien après. Voilà, voilà. Alors, le style, moi, mon style, c'était le style surfeur. Ouais. Ça, c'est toi, Ici, ça? non, c'est pas moi, parce que j'ai Ah, pas parce que retrouvé de photo on de te moi, reconnaît pas avec le t-shirt. mais c'est Stéphane Villepoux qui, comment dirais-je, que je salue s'il regarde, qui est un ski surfeur, et on en parlera tout à l'heure dans la question ski surf, mais ce que je voulais montrer, c'est cette position qui est extrêmement physique, puisque ça fait vraiment travailler tout le bas du corps en extension, et qui reprend les postures Du Surf. surfeur. voilà. Ouais. Je suis dans 2 livres qui sont quelque part. J'ai déménagé il n'y a pas si longtemps. Tout est mélangé. Et j'ai dans 2 livres sur le skateboard qui sont sortis à l'époque été présentés comme étant voilà dans ce style-là. Donc j'ai que cette photo-là, je vous le présente. Euh, et Stéphane qui est biterrois, je crois, donc de Ouais. Biarritz. Alors, Voilà. on va recommencer. C'est la dernière question sur les roues, parce que moi, je trouve que c'est extraordinaire ce que tu as fait au niveau des roues, quoi. Mais tu en as vendu combien? 10 000, 20 000, 100 000? À Non, peu non, près, hein, à peu près 20, à peu près 20 000. À peu près 20 20 000. 000. Ouais, quand même, hein, c'est pas mal. Mais, Ouais, c'est mais, bien. mais, mais si tu veux, comment dirais-je, euh, c'est beaucoup et pas beaucoup, dans le sens que la satisfaction que j'ai eue à l'époque, c'est quand je suis allé voir les gens pour leur dire, bon, comment ça se passe, ou quand ils passaient sur les lieux de skate et qu'ils me disaient, on vend plus grand-chose, et je lui dis, et les miennes? Ils m'ont dit, ah ben les vôtres, on les a vendues, c'est les autres qu'on a sur les bras. C'est-à-dire que la concurrence était rude quand même. Et puis Oui, il y avait. il y a eu l'Acadur derrière. L'Acadur qui a fait tout lui-même aussi, qui avait développé un marché incroyable avec les planches à l'identique des Américaines, hein, qui avait vraiment fait une bonne concurrence. Mais effectivement, c'était une sacrée concurrence quand même. C'était une guerre et tous les jours, il fallait innover en fait. Il y avait des nouveautés sans arrêt, hein. Il y a eu des Ah modes. ben, je t'ai montré les différents modèles, là, pratiquement à chaque lot de fabrication, il y avait des couleurs différentes, des duretés différentes. C'était, mais c'était une époque, c'était une époque folle. Moi, j'ai eu des clients qui étaient des agences immobilières qui ont divisé en deux leur magasin, leur lieu de vente, pour en faire un magasin de skate. Ah Excuse-moi, là là, l'immobilier, c'est quand même ce qui rapporte le plus en magasin. Donc, oui, voilà, des marchands de motos, oui, je vois à mais qui tu veux dire. bon, le moment passe. Et puis, il y a eu des catastrophes. Il y avait un groupe qui s'appelait le groupe Arbois, qui est connu des gens de notre âge qui faisaient des maquettes. Et ils se sont mis à vouloir faire des skates. Et ils ont fait des skates qui n'étaient pas au standard. Donc, les, euh, les roulements, c'était pas des 608 ZZ. Euh, Ah oui, jusque-là, quoi. jusqu'à là, voilà, jusqu'à là. Et Wow. il y a la concurrence sur les prix qui leur sont tombés dessus, qui leur ont dit, vous reprenez tout. Il y a un standard de marché de fait, et la boîte a déposé le bilan. Cela Aïe, dit, aïe. la concurrence, qu'est-ce qu'elle a C'était à une voir grosse avec toi? boîte. Je veux dire, c'était des boîtes qui faisaient 50, 70 millions de francs de chiffre d'affaires. Tu vois, Ah oui, quand même. oui, 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 oui. Il y a eu un moment où tout le monde a mis son truc sur la table, comme on dit aux États-Unis,
si tu vois ce que je veux dire. Et ils sont aperçus qu'ils avaient 3 ans de stock Oui. au mois de septembre. Ouais. Oui. Ben, c'est ce qu'on disait tout au début quand on a commencé l'émission, quoi. Il y avait beaucoup de concurrence et donc surtout les importateurs et distributeurs français, il y en a eu énormément. Ils ont tous acheté 100 000 ou 200 000 francs de planches Non, même plus qu'ils que ont ça. inventé et Les après il fallait les vendre. Américains disaient c'est 1 million de francs pour 1 million, ouais, l'exclusivité. enfin, 1 ouais, 1 million de million. francs pour T'imagines 1 million l'exclusivité. de francs, ouais. Une C'est roue énorme était à 20 francs. quand tu penses que le SMIC était à 1200 francs, Et, imaginez et, la et le culbute. même distributeur, j'ai connu 4 personnes qui m'ont dit mais il m'a dit l'exclusivité. D'accord. Ouais. Et Et ils du donnaient fait que, l'exclusivité à plusieurs personnes, j'imagine. voilà, et puis Ouais. dans les petites lignes, il y avait marqué dans nanana. Ouais. Et ben, vas-y, attaquer aux États-Unis. Ouais. Xavier, tu sais très bien que Ouais. pour un étranger, C'est sûr. Bah, eux, voilà. ici, ils s'attaquent tous les jours, hein, donc ils sont habitués, hein, tu vois. Oui, mais Ils ont une équipe derrière. Quand tu ouvres une entreprise ici, tu as déjà 3 avocats. Tu engages des avocats le jour où tu ouvres l'entreprise, quoi, tu vois. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui va t'attaquer. Donc, ils savent. alors, je vois l'heure qui avance parce Ouais. qu'il y a plein d'autres choses à faire. Est-ce qu'on fait un numéro 2? Parce que là, j'ai encore plein d'autres choses sur le Ben, troca, il y sur a le une chose, surf. il y a une chose parce que toi, tu m'as dit aussi que tu étais un petit peu dans le marketing et nous, on est un petit peu, c'est vraiment tous ceux qui faisaient du skate à l'époque, on a un petit peu été désolés quand le skate s'est arrêté, quoi. Donc, toi, tu as une sorte de théorie de pourquoi le skate s'est arrêté et donc il y a l'effet blaireau, des choses comme ça. Rapidement, tu Ouais, peux nous alors raconter ça? l'effet blaireau, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la planche à voile et dans d'autres sports. C'est que le moment où la masse des pratiquants se trouve déconnectée des meilleurs. C'est-à-dire qu'au tout départ, lorsque nous étions troca, il y en avait des meilleurs, il y avait des moins bons, mais tout le monde faisait à peu près une masse. Ouais. Et puis il y en avait qui, par exemple, savaient faire ça, et puis l'autre ne savait pas. Et puis il y a eu un moment où effectivement, il y a commencé à y avoir les vidéos des skateparks américains, les gars qui faisaient 4-5 mètres de haut avant de retomber dedans. Et là, les gens ont dit, je ne sais même pas faire le quart de la moitié du tiers de ça. Mhm. C'est plus mon sport. Mon sport, c'était de le faire avec les potes et de regarder au Troca Thierry ou GG ou Alexis, etc. Alexis, voilà, et de regarder ce qu'il fait en disant c'est le champion de France, c'est mon pote et c'est mon prof. Ouais. Et il y a Tant, eu un tant que tu moment penses où que tu peux faire aussi bien que le meilleur que de tes connaissances, tant que tu te dis, oh, ok, je pourrais faire aussi bien que Thierry ou Alexis, ou a priori, je pourrais faire mieux, tant que ça marche, tant que c'est comme ça marche. Mais si effectivement, tu vois quelqu'un qui fait des sauts de 5 mètres en l'air dans des piscines, tu dis, ça, je pourrais jamais faire. Donc là, il y a un décrochage. C'est ça, en fait? voilà. Ouais. Et pour la planche à voile, ça s'est passé la même chose avec ce qui s'appelait en anglais des thinkers, hein, des plongeurs. C'est-à-dire ces planches qui ne flottaient pas par elles-mêmes, mais qui surfaient sur la vague grâce à la vitesse. À la vitesse, Avec, ouais. voilà, il fallait mettre les pieds dessus, tout de suite prendre, se faire soulever avec la voile et ensuite partir. Les mecs, ils ont acheté ça, ils coulaient et ils disaient bah, je peux pas faire, je sais pas faire. C'est Et ça, c'est ça. la planche à voile a disparu avec ça. L'effet blaireau, c'est vraiment quelque chose qui a tué, je pense, plein d'activités parce que les médias poussaient, les compétiteurs poussaient à aller toujours plus loin dans la performance, mais en oubliant la masse, sans compter qu'avec le skate, déjà la fédération n'arrivait pas à suivre pour organiser les compétitions, mais encore moins pour former des professeurs, pour former des clubs où on aurait pu enseigner.
Hein. Ouais. Bon, tu as Ouais. reçu Monsieur Simi. Moi, voilà, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui m'ont dit, on lui a écrit, on lui a demandé des plans pour faire des parcs, il nous a jamais répondu. Hein. Et entre autres, Oh, il savait pas. Enfin, l'histoire de Monsieur B6, je dis son nom, Dieu son âme, vu son âge à l'époque, qui m'a approché parce que j'étais un peu plus âgé que les autres, parce que on a dit, voilà, et qui m'a dit, bon, moi j'ai derrière moi des investisseurs, on est d'accord avec le ministre des Sports, on voudrait faire des skateparks. J'ai fait, yes, super. Ah oui, mais des skate foot. qu'est-ce que C'est-à-dire c'est qu'ils ça? voulaient que les Oui. skateurs se mettent au foot et, si tu veux, Oh là là Oh là 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 là, ouais, là là. d'accord, ouais. dans le Oui, 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 ça, je comprends le système. Oui, oui, oui. voilà. Et il y a eu des bords légèrement relevés, un petit peu comme le plateau qui était tout au fond de béton hurlant, Ouais. pour qu'il y ait des passages comme ça et que la balle roule. Okay, Ouais. mais moi, je voyais déjà la fédération de skateboard passer sous l'égide de la fédération de foot. Ouais. Voilà. Ah, Mais tu sais, tu parlais des skateparks et donc tu disais que Roger Simi, il n'avait pas de plan de skatepark. Tu sais, même à l'époque. Moi, on m'a dit, je le ferai pas parce que j'ai pas reçu, monsieur, votre fédération, elle bouge pas, Oui, elle oui, mais répond pas. la fédération, est-ce qu'elle avait les plans? Elle n'avait pas les plans, quoi. Parce que même aux États-Unis, les skateparks, ils étaient en pleine évolution. Tu vois, les premiers skateparks, ils ont été démolis très rapidement parce que ça correspondait pas à ce qu'on avait besoin. Et donc, quand le skate s'est arrêté, même aux États-Unis, il y a des skateparks comme Marina del Rey ou Big O ou Pipeline qui étaient des skateparks plus modernes. Mais bon, c'est arrivé vers la fin, quoi. Et donc, nous, en France, comme on avait de toute façon du retard, si on avait des plans, on aurait eu les plans des skateparks qui ne correspondaient pas à ce qu'on avait besoin, tu vois, parce que refaire un Marina del Rey en France, tu vois, qui avait les plans? Personne n'avait les plans. Ce qu'il fallait faire, c'était quelqu'un qui aille à Marina del Rey, qui prenne des photos, qui fasse des mesures et qui dise bon, maintenant je sais comment il faut faire, quoi. Mais il n'y a Oui, personne mais qui il y a avait quand même construit. des banques, c'est des choses comme ça. C'était le béaba. oui, 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 bien sûr, bien Oui, sûr. mais Voilà. par exemple, Euh, la semaine dernière, on et, parlait du skatepark de la Villette. Alors, c'est bien, on est content qu'il y ait eu le skatepark de la Villette, mais c'était pas un bon skatepark, quoi, tu vois, parce qu'il était pas bien construit. Donc, c'est pour ça que ça a été un des premiers qui l'ont détruit, quoi, parce que ça correspondait pas à ce que nous, en tant que skateurs, on voulait faire. Béton c'était hurlant, il était déjà de c'était le meilleure second. qualité. C'était le second. Oui, Il y avait d'abord oui, Béton Hurlant. oui, Béton Hurlant, le problème était les balls. oui, Rémi, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Rémi était le seul à pouvoir rider ses balls parce En qu'il Poitiers, faisait à l'époque 1m35 ou 1m30, tu vois ce que je veux c'est ça, dire. c'est ça. Ils étaient trop petits. Et voilà, le half-pipe, et quelque part, hop, on va Bah, le tu sais, par montrer. exemple, le half-pipe, à l'époque, il n'y avait que des half-pipes. Maintenant, on fait des half-pipes avec un plan au milieu, quoi. Maintenant, il n'y a plus personne qui ferait des half-pipes. Mais à l'époque, on pensait que c'est ce qu'il y avait de mieux. Donc, nous, on était bien contents d'avoir. Ce qu'on prend, ce que je veux te dire, c'est que le skate, ça a été toute une évolution, quoi. Donc, les plans qu'il y avait à l'époque, c'est des plans qui étaient déjà caduques à l'époque. Même si quelqu'un t'avait donné un plan, on construit le skatepark et les skateurs auraient dit ah ouais, mais ça, on skate pas, c'est plus notre style, c'est pas ce qu'on a envie de faire, tu vois. Donc, en fait, c'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas eu d'évolution et que la fédération n'a pas. Quelque part, la fédération s'est dit ça évolue tellement rapidement que si on a des plans quelque part, ça va être caduque avant qu'on les termine, quoi. Et même encore en ce moment, là, depuis 10 ans, on construit des skateparks partout dans la France. Et je suis sûr qu'il y a des skateparks qui ne correspondent pas du tout et qui sont fabriqués et que personne n'utilise. Moi, je n'habite pas en France, mais j'imagine qu'il doit y avoir des skateparks Ah, mais ça, inutilisés parce que pas bien construits, tu vois. ici, moi, je suis à Verneuil et j'ai le regret d'avoir vu l'ancien maire et qui a fait n'importe quoi. Et ben voilà. N'importe quoi. Ouais, Et j'ai ouais, essayé de lui présenter un monsieur qui s'appelait Francisco et il a acheté des éléments en acier.
Il y avait un petit peu des gars qui faisaient du vélo dessus, un peu de BMX, un peu de trottinette, mais la jonction entre le sol était telle que tu pouvais pas les rider. C'était pas possible. Moi, je vous propose, les garçons, parce que les sujets sont super pertinents et intéressants, je propose qu'on fasse une suite samedi prochain, parce que là, vraiment, là, j'ai aussi des questions et j'ai aussi des expériences qui font que ça rejoint le sujet. Mais ce serait bien de développer plus ça samedi prochain. Et j'aurais voulu aussi que Marc nous parle du snowboard. Mais voilà, donc là, il y a quand même pas mal de choses à voir encore. Ce serait super parce que là, il est l'heure, effectivement, où Xavier, toi, tu dois enchaîner. Moi, c'est pareil. Marc, il a encore plein de choses à nous raconter. Et je pense que samedi prochain, ce serait bien de poursuivre tous les trois, là. Oui, tout à fait. Avec plaisir. Donc, on continue la semaine prochaine. Donc, effectivement, on a abordé un sujet très, très intéressant, là, la fabrication des skateparks, parce que ça continue encore maintenant, quoi. Tu vois, c'est ce que tu viens de dire, Marc. Il y a des gens qui font des skateparks et puis personne ne les utilise parce qu'ils ne sont pas bien faits, tu vois. Donc, et puis, effectivement, il y a tout ce que Thierry vient de dire. Donc, Marc et Thierry, je vous remercie, c'était super. Moi, je pense qu'on a appris plein de choses. Et puis, surtout, il y en a des questions ouvertes pour la semaine prochaine, quoi. Tu vois. Mais carrément, oui. Moi, je voudrais rebondir sur ce que dit aussi Roger Simi, il a tout à fait raison. Mais cette évolution, c'était trop soudain, trop rapide, trop nombreux, il y avait trop de choses. C'était en constante évolution. Comment voulez-vous gérer ça au quotidien à la place pour une petite équipe de fédérale? Mais bon, il y a plein. On en parlera la semaine prochaine parce que effectivement, là, c'est des sujets sensibles et hyper intéressants et pertinents à développer ensemble. Ok. Donc, voilà. En tout cas, Marc, super, merci. Si tu dis samedi, on fait le deuxième volet en ta compagnie, c'est génial. Ok. Merci, à bientôt tout le monde et bonne semaine. On se retrouve samedi prochain, n'oubliez pas, hein, c'est à 18h, sans faute, parce que là, ça va devenir très intéressant. Merci à tous. Et je crois que là, on est sur du lourd, c'est excellent. Voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.